1, 2, 3, fight! You win! Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette présentation. Franchement, moi, si ça avait été moi, j'aurais été voir celle sur les traits en Rust. Mais donc, je suis extrêmement heureux de voir autant de personnes. Donc, en fait, on va principalement parler de machine à état fini et de système de type. C'est rigolo parce que j'avais proposé 3 sujets et j'ai appris qu'il y en avait un qui était peut-être un peu trop programmation fonctionnelle et qui avait déjà beaucoup de présentations sur la programmation fonctionnelle. Et comme je dois avouer que j'ai pas été extrêmement honnête dans mon abstract, eh ben, ce sera tout de même une présentation sur la programmation fonctionnelle. Donc voilà. Je me présente, histoire de gagner un peu de temps, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir 45 minutes. Donc je m'appelle Xavier Van de Woestijn, je suis belge, mais je vis à Lille, et je travaille à Paris, où je m'occupe de la partie données dans une banque en devenir, qui s'appelle Margot Bank, et qui veille à essayer d'être une banque moderne, sans dette technique, mais qui maintenant en a, puisqu'on a commencé à écrire du code. Et donc j'aime beaucoup programmer, principalement alors, avec soit des langages de programmation fonctionnelle, soit avec des langages orientés objets réflexifs. Donc là j'ai mis quelques langages que j'aimais bien, comme OCaml, F#, Pascal. Alors au travail je fais beaucoup de Erlang Elixir et un peu de Kotlin. Et puis alors j'adore IO, qui est un langage qui n'est pas extrêmement connu, qui est fait par une seule personne, non, un langage objet magnifique, et Helm. Alors j'appartiens à un collectif qui s'appelle Futur. En fait, on fait des logiciels inutiles avec des langages magnifiques. Et je m'occupe d'un meet-up qui s'appelle LILFP, pour Lille for Programmer. On est vraiment ouvert à tout type de technologie. Beaucoup de gens pensent que, comme le logo ressemble un petit peu à un lambda, ça ne parle que de programmation fonctionnelle, mais on est ouvert à tout type de langage. On a même eu des présentations sur Go, ce qui prouve qu'on a une tolérance assez grande. Et on cherche toujours des speakers. Donc si jamais vous avez envie de venir passer à Lille, n'hésitez surtout pas. Alors, je vais rapidement donner les objectifs de la présentation. Comme ça, une fois qu'ils auront été évoqués, si jamais ça vous intéresse plus, vous pouvez partir. Même si je serais vraiment très très heureux que vous restiez tous. Hein. Donc la première étape, ça va être de raisonner la notion de programme à état, puisque en tant que programmeur, je pense que quand on travaille sur des bibliothèques, on peut se permettre souvent d'occulter cette notion d'état en laissant à la personne qui va se servir de la bibliothèque le loisir d'implémenter ses propres états. Mais quand on fait des logiciels, il arrive très très souvent qu'on doit justement gérer ces états. Alors râler sur les ascenseurs, parce qu'en fait je déteste vraiment les ascenseurs, mais à ça il y a une corollaire qui fait que je suis très fainéant, ce qui fait que si j'ai plus de 2 étages, je vais quand même prendre un ascenseur. Alors après, évidemment, la notion de fantasmer sur la notion d'implémentation d'ascenseurs avec des langages qui ne sont pas du tout adaptés, puisque le langage que je vais utiliser n'est pas vraiment utile pour fabriquer des ascenseurs. Et pour être honnête, j'ai absolument aucune idée de comment on fabrique réellement un ascenseur. Et puis après, donc présenter les machines à état fini, c'est quand même le nerf de la guerre de cette présentation, et en utilisant un langage de programmation fonctionnelle statiquement typé. Et en fait, c'est globalement un crash course sur les systèmes de type, et plus spécifiquement les systèmes de type algébrique. Pas de questions pour le moment? Magnifique. Alors, je vais quand même mettre quelques prérequis parce que parfois il m'arrive d'être très très maladroit. Donc c'est quelque chose d'absolument subjectif et idéologique. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si on a le temps, on pourra en débattre après. Sinon, je resterai jusqu'à vendredi. Donc, alors j'ai déjà dit un langage parfaitement inadapté, ce qui est paradoxal puisque j'utilise un des plus beaux langages du monde. Mais pour faire des ascenseurs, il n'est pas tout à fait adapté. Et alors il y a des choses dont je ne vais pas du tout parler. La première, c'est la gestion des effets dans des machines à état. Parce que sinon ça aurait dû être une présentation qui aurait dû durer 6 heures et j'avais pas le temps. Et alors je mets toujours trop de texte sur mes diapositives parce qu'en fait c'est mon texte. J'ai toujours pas compris comment on faisait pour faire des speaker notes avec Beamer. Donc si quelqu'un sait, pourra me le dire après. Alors, donc quand j'ai commencé à travailler à Paris, on était vraiment dans un super espace de coworking où on était tous copains. Ça s'appelait Morning Coworking, place de la République. Donc il y avait vraiment un ascenseur qui était incroyablement idiot et qui a inspiré cette présentation. Donc déjà, il y avait un ascenseur qui pouvait accueillir plus ou moins 6 personnes pour 8 étages. Et nous, on était au 6e, ce qui fait qu'il était parfaitement exclu que j'y aille à pied. Et en fait, cet ascenseur m'a chaque fois rappelé à quel point c'était compliqué de raisonner les états dans un programme. Parce que déjà, il n'y a qu'un seul bouton d'appel, ce qui fait qu'on ne pouvait pas choisir si on voulait que l'ascenseur
montent ou descendent. Et donc ça a un aléa qui est vraiment incroyable, c'est que si par exemple je suis au 5e étage, j'appelle l'ascenseur pour me rendre au rez-de-chaussée, donc j'appuie sur le seul et unique bouton d'appel, et là l'ascenseur qui était en marche pour se rendre au 7e étage s'arrête au 5e étage, me propose de rentrer, et là quelque chose d'extrêmement frustrant, j'ai appelé l'ascenseur pour qu'il descende et il monte jusqu'au 7e étage, donc déjà c'est très frustrant. Et les portes s'ouvrent, les gens sortent au 7e étage, l'ascenseur redescend et au 5e étage, il se réarrête, il réouvre ses portes. Personne n'est là puisque personne ne l'a appelé. Et ensuite, il descend au rez-de-chaussée. Donc une catastrophe. En plus de ça, on ajoute le fait que l'ascenseur était en panne un jour sur deux. Donc, voilà. Et alors, il y avait un empilement brut dans la pile d'appel, ce qui fait que, alors j'ai fait l'expérience, c'est si j'appelle l'ascenseur et en attendant qu'il arrive, je le réappelle, ben, l'ascenseur arrivera, les portes s'ouvriront, je rentrerai dedans, les portes se refermeront, elles se réouvriront. Et donc j'ai réussi en appelant, enfin en demandant à quelqu'un d'appeler l'ascenseur au 8e étage, et puis moi en l'appelant au rez-de-chaussée, j'ai réussi à aller jusque 13. Je pense que j'aurais pu aller plus loin si je l'avais fait s'arrêter à chaque étage. Ce qui est vraiment incroyablement frustrant. C'est vraiment, je pense, l'ascenseur le plus stupide que j'ai eu l'occasion de voir. Et donc chaque fois que je devais attendre pour descendre, bah, je me disais, ce serait rigolo que je puisse faire un talk comme ça. Et comme en général, quand je présente dans des grandes conférences, je suis refusé parce que je pense que j'écris des très très mauvais abstracts. Et bah, je m'étais dit, bah, là peut-être que ça pourrait plaire à des gens, etc. Et donc la genèse de cette présentation, c'était l'implémentation d'un ascenseur avec des Lego Mindstorm, avec OCaml. Mais en fait, toute la présentation focalisait sur élaguer la mémoire pour réussir à ce que ça tienne. Et c'était pas extrêmement intéressant. Alors en vrai, je râle sur l'ascenseur, mais c'est un problème de design relativement complexe. Et alors il est tellement complexe que quand j'ai tenté de designer une machine à état qui correspondait à tous les états qu'on pourrait avoir dans un cluster d'ascenseurs, je me suis rendu compte que ça pouvait être une présentation où je me contentais juste d'énumérer chacun de ces états, et c'était pas super fun. Donc on va quand même mettre l'accent sur la machine à état plutôt que sur l'ascenseur, parce que sinon ce ne serait pas très fun. Donc déjà, il y a un rapport à l'arbitrage. En fait, quand on design un ascenseur, il y a des stratégies à choisir. Donc déjà, est-ce qu'on choisit d'avoir une attente longue ou un trajet long? Typiquement, avec plusieurs boutons d'appel, on pourrait se dire, au final, je vais essayer d'optimiser mes trajets. Et donc là, quoi qu'il arrive, il y a un perdant, soit la personne qui attend, soit la personne qui est dans l'ascenseur. Donc là, c'est vraiment la partie UX design de la présentation. De quelle manière est-ce qu'on peut autoriser la réouverture des portes? Ça, c'est vraiment... moi, c'est un des trucs qui m'a le plus frustré quand j'arrive dans un endroit où il y a peu d'ascenseurs. Je vois les portes qui sont en train de se fermer, je me dis chouette, je vais attendre que l'ascenseur revienne parce que j'ai envie de le prendre tout seul. Et là, une main passe à travers la porte, on dit mais venez monsieur, venez vous coller avec nous. Et là, je suis écrasé par la culpabilité de leur en vouloir d'avoir été aussi urbain. Et je passe un trajet relativement désagréable. Et puis alors évidemment, donc, cette fameuse intersection entre la prise de décision automatique et le fait de laisser à l'utilisateur le loisir de choisir s'il a envie de rentrer dans l'ascenseur ou pas. Typiquement, comment est-ce qu'on peut se comporter vis-à-vis du poids maximum supporté par un ascenseur? Dans l'ascenseur de Morning Coworking, ils approximaient la chose à 500 kg. Si par exemple l'ascenseur est rempli à 497 kg, est-ce qu'on va tout de même s'arrêter lorsque quelqu'un l'appelle? Et c'est une collection de questions qui est extrêmement compliquée. Et alors en termes d'implémentation, en fait, la modélisation est quand même relativement complexe et je pense que dès qu'on a le besoin et le devoir de gérer des états dans une application, c'est toujours très très compliqué parce que globalement, chaque état de l'ascenseur possède son propre domaine et donc il est possible à chaque état de faire une collection d'actions qui varient en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est une punchline que j'ai volée à Richard Feldman qui présente souvent Helm, c'est rendre les états impossibles impossibles. Et c'est vrai parce qu'en fait, je pense que comme on est des humains, on est rempli de faiblesses et on n'a pas du tout envie de raisonner justement l'exhaustivité de chaque étape qu'on implémente. Et puis après, il y a la partie scaling, c'est comment peut-on scaler un cluster d'ascenseurs. C'est quand même vraiment... En plus, si tous les ascenseurs sont des microservices, ça peut vraiment être très compliqué. Et encore, actuellement, on a de la chance, tous les ascenseurs sont verticaux, mais alors le jour où on aura des ascenseurs dans tous les sens, peut-être qu'on appellera ça des trains à 3 dimensions. Ça risque d'être très compliqué. Ok, je suis dans les temps. Alors là, j'ai mis quelques exemples d'états. Oui, je ne me suis pas vraiment particulièrement foulé. L'ascenseur est en attente, l'ascenseur est en cours de trajet. Alors quand peut-on appeler l'ascenseur? Quand peut-on rouvrir les portes? Et à ça, il y a en général d'autres petites légendes urbaines liées aux ascenseurs. La fameuse... j'ai souvent vu ça sur BuzzFeed ou des sites de news extrêmement intéressants de Stackaby. Vous ne devinerez jamais ce qu'on peut faire avec des ascenseurs. Et par exemple, si on appuie 2 fois sur un étage, on peut annuler le choix de l'étage, ce qui peut vraiment être insupportable pour les autres. C'est-à-dire que
je peux m'amuser à interrompre leur trajet à eux, puis se retrouver au 8e étage, pas de bol, ils ont raté leur réunion, ils sont virés, voilà. Et donc tout ça, c'est des collections d'arbitrage aussi liées au design. Hein. C'est marrant, j'étais persuadé d'avoir une slide en plus là, mais je crois que j'ai dû l'enlever. Où je disais qu'en fait, peut-être que l'ascenseur idéal pour moi n'était pas du tout idéal pour le reste du monde, ce que je veux tout à fait croire. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, la machine à état. Parce que déjà, à vue d'œil comme ça, des gens se servent de machines à état pour structurer leur programme. Ouais, magnifique. Vous pouvez partir. Donc, concrètement, une machine à état, c'est juste un ensemble d'états et de transitions possibles entre ces états. Jusque-là, rien de très compliqué. Et en fait, elles sont extrêmement populaires dans le monde de l'informatique. Par exemple, pour la définition de protocole, j'ai mis les sockets, TCP, le consensus Raft, etc. Et puis alors, pour la structure de programme en règle générale, un exemple très très populaire dans le monde du développement front-end, ce serait Redux ou la Helm architecture. Et alors, franchement, ça a beau être extrêmement populaire et même certaines mauvaises langues diront que les fondements de l'informatique moderne qui reposent sur des machines de Turing, qui sont elles-mêmes des machines à état, j'ai le mauvais foi parce que j'estimerais toujours que le lambda calcul a une paternité plus grande que les machines de Turing sur l'informatique moderne, mais bon. Mais malgré leur popularité, les gens s'en servent quand même relativement peu. Alors j'ai mis une petite note, une speaker note publique. C'est qu'en fait, du haut de ma petite expérience, dans le sens où quand j'ai travaillé dans différentes boîtes, que ce soit pour le développement front-end ou back-end en général, les états étaient très souvent implicites et on ne construisait pas de machine à état explicite. Et moi, j'ai trouvé ça ballot. Donc, c'est un peu une des autres raisons de cette présentation. Alors, la première approche, ce sont les états implicites. Et je pense que quand on est amené à implémenter des algorithmes, c'est très très souvent vers cela qu'on s'oriente en premier. Donc, concrètement, des états implicites, ça veut dire qu'on n'est pas explicite sur les états. Et en fait, on définit ces états par des environnements, donc typiquement des variables globales ou des choses comme ça. Et alors après, on se dit, alors si ma variable est égale à ça, je fais ça. Et puis alors le code devient absolument irraisonnable, une complexité effarante, puis ça crache en production et on ne le savait pas. Et surtout, on a vraiment du mal à partir du moment où on décorrèle la notion d'état et l'ensemble des actions possibles dans cet état, de garantir l'intégrité de ces états. Et puis en général, ça impose des assertions à l'exécution. Et comme je pense qu'au XXIe siècle, tout le monde voudrait tout le temps utiliser des langages de programmation statiquement typés avec un système de type incroyablement riche, les assertions à l'exécution, c'est une catastrophe. Et nous allons voir qu'il est possible de s'en passer. C'est assez impressionnant. 12 minutes, je suis à la slide 12. Alors, globalement, qu'est-ce que ça implique? L'utilisation de machines à état concret, c'est en fait le fait de modéliser son programme comme une machine abstraite. Et on propose un ensemble d'états. Alors, ici, ils sont finis, puisque l'objectif, c'est la structuration de programme. Et alors, on admet qu'une machine à état ne peut être que dans un état à la fois. Après, rien n'empêche de structurer un programme avec plusieurs machines à état et potentiellement de la composition de machines à état. Et alors, on a des événements qui peuvent déclencher ces transitions d'état. Alors, ces événements, ils peuvent être, entre guillemets, parallèles et puis gérés par la fonction qui va gérer l'état courant. Ou alors, on peut juste se dire, une fois que j'exécute une tâche dans un état A, là, j'ai une variance sur le fait que je vais aller dans l'état 2 ou dans l'état 4. Okay, et donc, en fait, ça implique que pour chaque état, on a une collection de transitions qui sont légales, ce qui implique que pour chaque état, on sait exactement l'ensemble des états dans lesquels on pourrait se projeter à l'étape suivante. Et donc, globalement, on peut, c'est une définition qui est au Erlang, je vais la mettre ici, voilà. Parce que dans Erlang, il y a l'intégration d'un comportement qui s'appelle GenFSM qui permet de structurer des serveurs sous forme de machine à état. En gros, la description d'une machine à état, c'est un ensemble de relations qui a la forme. Donc on a un état S et un événement. Et en fait, si dans cet état, on a cet événement qui se produit, l'événement E, on peut exécuter une action et envoyer vers l'état S', qui est la succession de notre programme. Par exemple, et là j'ai mis une machine à état d'une complexité effarante, la notion de porte. Donc, si la porte est ouverte, on peut la fermer. Si elle est fermée, on ne peut pas la fermer puisqu'elle est fermée. Et donc, si elle est fermée, on peut l'ouvrir. Et alors, j'ai mis qu'on pouvait sonner à la porte si elle était fermée. En fait, on peut sonner à la porte si elle est ouverte aussi. Mais voilà. Et en fait, l'exercice de faire des petites boules, des petits diagrammes comme ça, c'est un exercice qui est vraiment super intéressant. Et je pense qu'on le fait presque tous de manière un peu...
sans se dire hey, j'ai fait une machine état, mais quand on a envie de structurer le flow d'un programme, ben, c'est un exercice qui est quand même assez pratique et qui, de mon point de vue, est bien plus pratique que faire des collections de diagrammes UML qui n'ont pas de sens et qui au final obligent à écrire du code qui n'est pas souvent très beau. Alors, il y a quand même certains langages, je ne les ai évidemment pas mis tous parce que je ne les connais pas tous, mais qui permettent de gérer des machines état dans le cœur du langage. Alors il y a Erlang et Elixir via les comportements. En gros, en implémentant un minimum, enfin quelques callbacks, on peut réussir à vraiment toute l'infrastructure d'une machine à état qui peut, au demeurant, se distribuer. Alors on a Sked, qui sont des technologies visuelles qui permettent de faire voler des avions, de Stral Technologies. Alors il y a Embed-C, ça j'ai vu ça en fait dans une discussion sur Reddit, mais je ne sais pas ce que c'est. Et alors Pure Data, qui est un langage de programmation visuelle qui peut tout faire. C'est fait pour la composition musicale des installations. Et en fait, c'est tous les MSP-like. C'est une interface graphique qui est vraiment d'un autre temps, mais qui permet de faire des compositions musicales à base d'oscilloscope absolument infâme. Et j'adore ce langage. Et puis après, on a des outils de description à la UML, Graph7, SMC, CH, SM. Une fois de plus, c'est plein de formalismes que je ne connais pas du tout, mais j'ai vu que c'était très très populaire dans certaines boîtes de prestation de services de se servir de ça pour générer le code d'une machine à état. Et je trouve que ça a une nouvelle vie dans les jeux vidéo, puisque avant c'était les logiciels de composition musicale qui étaient d'une complexité effarante. Enfin, quand on ouvre Reason, c'est vraiment impressionnant, on peut visuellement déplacer des câbles. Maintenant, c'est les logiciels de conception de jeux vidéo, on va dire interactifs, comme Unity ou Godot, et qui ont intégré des mécanismes de dessin de machine à état, parce que dans un jeu vidéo, on a une collection d'états qui sont très très complexes, que ce soit le sprite sheet, l'environnement, les personnages et tout ça. Mais alors, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Bon, les avantages, on les a déjà évoqués. Bon, c'est d'écrire formellement le cycle de vie d'une application, c'est quand même plutôt cool. Et donc ça apporte une forme de documentation, et puis surtout ça permet de beaucoup mieux collaborer avec le métier. Parce que quand j'étais dans une boîte de prestation de services, je comprenais jamais rien à ce qu'on me demandait. Honnêtement, on me disait ce serait bien que tu fasses ça et tout. Moi, j'étais vraiment... je pense que je suis très très mauvais pour la prestation de service. Et donc après, j'avais un chef de projet qui m'expliquait dans sa terminologie à lui ce qu'il voulait, et puis je comprenais pas. Et là, l'avantage d'une machine à état, c'est que globalement, le développeur peut la comprendre, le chef de projet peut la comprendre, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en fait, ça permet aussi de rendre le code, à partir du moment où on a décidé de les définir de manière explicite, relativement facilement testable. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Puis, alors c'est un peu Reddit avec le premier, mais ça offre un outil de raisonnement qui est vraiment très accessible. Alors, ça peut quand même avoir des inconvénients. Alors, le premier, c'est que à partir du moment où la notion de machine à état n'est pas encodée dans la grammaire du langage, ça peut vraiment obliger d'avoir un peu de boilerplate, ce qui fait qu'on pourrait se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'amuser à créer des états, etc., et d'encoder tout ce qui est nécessaire pour avoir cette machine à état, alors qu'au final je pourrais juste en avoir rien à faire et puis ça marchera parce que tester c'est douter. Et en vrai c'est parfois dur à implémenter dans certains langages, et donc là on a vraiment une sorte d'opposition entre la récursion terminale et les récursions ouvertes, comme on a dans beaucoup de langages orientés objets, qui font que pour des principes de variance, c'est très très dur de monter d'un état à l'autre, et puis de se dire, au fait, je suis rentré dans mon graphe d'état et j'aimerais bien revenir à un état précédent. Donc voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le cas pratique et on va implémenter une machine à état très très simple dans un langage statiquement typé, très très beau. Alors, la machine à état elle est très simple, elle ressemble un petit peu à la porte. On va se dire, en fait, on a deux états qui n'ont absolument rien à voir avec un ascenseur. Vous avez compris que je vous avais dupé maintenant. Donc l'état running, l'état pause. Et en fait, on se dit, quand je suis en train de courir, je peux faire un tick qui va juste incrémenter le temps. Parce que c'est bien d'avoir des actions pour être très très explicite sur le code qu'on va écrire. Et quand on est en pause, on peut dormir pendant un temps donné. Et ça va aussi incrémenter le compteur. Et ensuite, de pause, on peut aller vers resume pour recommencer à courir. Et de courir, on peut aller vers pause pour faire une petite pause. Donc c'est un programme qui est très simple, qui pourrait s'écrire avec plein de if, et on va voir comment l'implémenter de manière statiquement typée pour qu'à aucun moment dans mon programme je puisse faire une pause alors que je suis en train de courir, ce qui est scandaleux. Et donc voilà. Alors je vais utiliser un langage qui s'appelle OCaml, parce que voilà, toute occasion est bonne pour faire de la promotion. Donc c'est un langage qui est issu de la recherche française. Alors malgré ce qu'on entend, OCaml c'est un langage qui est fait pour la recherche, blablabla. Alors il est aussi fait pour la recherche, mais il a énormément d'utilisateurs industriels, au moins 4. C'est un langage qui est expressif et multiparadigme. On peut même faire de la promotion en objet de manière très très belle avec OCaml. Il est extrêmement facile à prendre en main. Ça c'est son plus grand avantage et c'est pour ça que j'ai choisi comme langage de référence, c'est que il est vraiment très simple à lire, et puis très beau tout ça. Voilà. Alors il fait office d'inspiration pour beaucoup d'autres langages. Donc
Alors, il y a les exemples qui sont complètement évidents comme ReasonML, juste une nouvelle syntaxe pour OCaml, mais je pense qu'il a inspiré des langages comme Hack de Facebook, qui était un PHP un peu mieux typé, ou Swift de Apple, etc. Et même peut-être un peu JavaScript. Mais voilà. Et alors il a un système de type riche et expressif, parce que même s'il existe beaucoup de langages statiquement typés, il arrive parfois que les types soient une plaie à utiliser. Déjà quand on doit les écrire et tout ça, quand on n'a pas de mécanisme de référence, c'est fatigant. Et puis quand on n'a pas de générique, là c'est complètement catastrophique. Je pense par exemple à Go, qui oblige de monomorphiser les fonctions à la main et puis de les copier-coller en changeant juste les types. Voilà. Là OCaml c'est très expressif. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer de construire notre machine à état très très simple. Et alors on va découvrir progressivement des fonctionnalités qui sont liées au système de type pour essayer justement de revenir à rendre impossible si c'était impossible. Et en fait, on va vraiment principalement parler des systèmes de type algébrique simples. Et puis alors on va faire une promotion non maquillée du langage OCaml. Parce que voilà. Alors, rapidement, on va juste présenter le système de type de Camel et on va le mettre en comparaison avec un langage qui devient de plus en plus populaire qui s'appelle Kotlin. C'était entre Kotlin ou Java. C'est juste que j'ai absolument aucune idée je me souviens plus de comment on écrit du Java. Donc j'ai mis du Kotlin, mais je pense que c'est assez lisible. Donc là, pour ceux qui avaient été sur la présentation du coding Dojo en Haskell, on a vu que créer des alias de type sur des strings ou des flottants, etc., ça peut être très pratique pour spécifier le domaine et être parfaitement explicite sur ce que les fonctions attendent. Et donc là, j'ai mis un exemple pour Kotlin. On définit donc deux alias de type, first name, last name, qui sont tous les deux des alias sur string. Et après, on crée un point, et donc pour ça, on utilise la classe tuple qui nous permet de créer un couple. Et alors après, j'ai fait une data class. Donc data class, c'est comme une classe, sauf qu'elle va générer le hashcode et la fonction equals, où je dis, en gros, elle est paramétrée, je l'instancie avec deux valeurs, donc un first name et un last name, et donc là, j'ai un humain nommé. En OCaml, c'est un peu la même chose, en vachement plus court, et aussi le fait qu'on ne met pas en majuscule, on capitalise pas les noms de type, donc first name égale string, last name égale string, et j'ai utilisé un record. Un record, c'est un peu comme une data class, donc c'est une structure de données qui pourrait être mutable, mais ici elle est immutable, dans lequel je dis j'ai deux clés, first name et name. En fait, j'ai mis name et pas last name pour qu'on distingue quelle est la clé du type, juste pour ça. Et voilà, donc jusque-là, je pense que c'est extrêmement clair. Magnifique. Alors après, on va voir les types somme. Tiens. Les types somme. Donc là, j'ai mis un type gender, qui peut être égal donc, soit à male, femelle, ou autre chose avec une chaîne de caractères. Donc il y a souvent une mécompréhension sur ce que sont les types somme. Beaucoup de gens disent parfois que les types somme permettent de sous-typer des choses, et donc que par exemple mâle serait un sous-type de gender, ce qui n'est pas le cas. Mâle c'est une valeur, on appelle ça un constructeur, et donc si jamais j'écris donc là ici let m égale femelle, je vois que le type de ma variable m est de type gender. Et ça permet aussi de faire une chose qui est vachement chouette, c'est d'avoir de la correspondance de motifs exhaustive. Donc la correspondance de motifs, c'est un outil qui permet de déconstruire des structures de données qui sont encodées avec des types algébriques. Alors, il existe une légende urbaine qui prétend que le pattern matching, c'est un if ou un switch boosté au stéroïde. En vrai, le véritable atout du pattern matching, c'est la capacité de déconstruire nos informations. Et donc là, on voit un exemple d'une fonction toString qui est partielle, puisque je ne gère pas le cas où j'ai other comme constructeur qui est passé en argument. Et donc là, ça me lance un warning, et si jamais je faisais toString de other Xavier, ça planterait à l'exécution. Donc les types en camel peuvent être paramétrés, c'est ce qu'on appelle du polymorphisme paramétrique ou alors des generics. Et donc là je dois revenir en arrière parce que je me suis trompé dans l'ordre. Et donc là j'ai mis un exemple, alors la version Kotlin, où en fait comme on n'a pas de notion de type algébrique à proprement parler, on peut les simuler avec de l'héritage. Et donc l'idée c'est de se dire qu'on a un type option qui va être entièrement scellé, dans lequel on aura des classes enfants qui vont implémenter l'interface qu'on va évoquer dans option. Et en fait, en OCaml, c'est juste, comme pour gender, on se sert du apostrophe A qui va définir le fait qu'on est dans une variable de type et qu'on n'est pas un type connu. Alors, si maintenant on a envie de rajouter des combinateurs sur ce type, donc on va devoir spécifier notre contrat dans notre classe parente, la classe ombrelle à tout cela, et puis après on va l'implémenter pour chacune des sous-classes. Donc ici on voit
l'implémentation de map pour notre type option. Et en fait, j'étais obligé d'écrire map sur une seule ligne parce que Kotlin prend tellement de place que ça m'impliquait de devoir aller sur une autre slide. Donc vraiment désolé, c'est de la faute de la verbosité des langages sur la JVM. Et donc en fait, map, désolé. Et donc map, en fait, on va lui dire, elle prend une fonction, une option, puis on va déconstruire cette option en disant, si jamais j'ai somme de quelque chose, je renvoie somme de l'application de cette fonction sur ce quelque chose. Et si jamais je n'ai rien, je renvoie none. Donc là, on a la fonction map en une seule ligne. Mais alors le truc c'est que dans l'orient objet, ce qui est particulièrement insupportable, c'est ce mélange entre la définition de la donnée et la consommation de la donnée. Donc il se trouve que Kotlin permet de faire map autrement, et donc l'idée c'est on garde notre définition d'option qui est extrêmement brève, et alors on crée une fonction dans laquelle on doit à chaque fois repasser l'intégralité des arguments génériques, et on va se servir du when, le when qui est une construction qui est assez intéressante parce qu'elle permet de faire ce qu'on appelle du smart cast. Et donc, ce qui fait que dans chacune des branches, grâce à is, j'aurai un cast sur le type que j'attendais. Donc, ça me permet, par exemple, de faire opt.value, alors que value n'existe pas dans none. Et donc, ça, c'est quand même mieux. Le problème, c'est que ça implique souvent des soucis au niveau de la variance. Et c'est pour ça que des bibliothèques comme Arrow ont dû utiliser de la génération de code pour réussir justement à éviter ces problématiques de co- et de contravariance. Alors globalement, résumé sur les types algébriques, en gros on a des sommes et des produits. Alors pourquoi ça s'appelle somme et produit? Parce que en fait c'est juste que le domaine d'un type somme correspond à la somme du domaine de tous ses membres, et un type produit, ça correspond à la multiplication de tous ses membres. Et alors on pourrait rajouter les types exponentiels qui représenteraient par exemple des fonctions, où là on aurait l'exposant du précédent, mais ça n'appartient pas à la théorie des types algébriques initiales, puisqu'on n'est pas dans une catégorie cartésienne close. Et avec la correspondance de motifs et la récursion, on peut décrire n'importe quelle structure de données usuelle de manière très très concise. Voilà. Alors j'ai rajouté un petit truc sur le langage de modulo Camel, mais en fait on y viendra quand on s'en servira. Donc on retourne à notre machine à état, je l'ai répété, enfin elle est là. Et donc la première approche c'est de se dire, bon alors on va faire de la définition de domaine en disant que notre type time c'est un entier, qui va de 0 à l'infini. Et alors on va dire, j'ai deux étapes, donc soit j'ai mon état running de mon temps, soit je suis en pause de mon temps. Et puis donc là j'ai une fonction start qui ne prend rien et qui initialise mon programme en mettant running 0. Alors jusque là on se dit, waouh, classe. Le premier problème, c'est qu'en fait, imaginons par exemple que j'ai envie de faire ma fonction resume. Je vais d'abord dire, si mon état c'est pause x, j'envoie resume de x, et l'inverse pour la pause qui va renvoyer pause de x. Le problème c'est qu'ici, ma correspondance de motif n'est pas exhaustive. Et ce qui se passe, si à la fonction pause, je passe un état pause, mon programme va crasher à la compilation, et donc c'est nul. Alors l'autre approche, ce serait de se dire, je vais... Tiens. Ils sont pas dans l'ordre. Je suis vraiment désolé. Oh, c'est bizarre, hein. J'ai des slides qui ont disparu. Ça, c'est exactement la même chose. Ah non, mais si, excusez-moi. L'autre approche, en fait, ça va être de séparer dans chacun des types, de faire un peu la même chose que du sous-typage, que de l'héritage. En fait, c'est le fait de dire, en gros, j'aurai toujours mon type time qui, lui, ne va a priori pas bouger pendant toute cette présentation. Et puis après, j'aurai deux types, un type running et un type pause. Et en fait, running of time sera de type running et pause of time sera de type pause. Et donc à ce moment-là, j'arrive à avoir une interface qui est assez exhaustive, puisque si jamais je passe un pause à... l'état en pause à la fonction pause, j'aurai une erreur de compilation parce que mes types seront pas, je ne respecterai pas mon contrat de typage. Et donc là, j'ai écrit l'usage de cette fonction, donc on fait start, puis après on s'arrête, on recommence, on s'arrête, puis après on peut facilement implémenter tick et sleep, donc les deux actions complémentaires qu'on avait rajoutées. Et là on se dit, c'est cool, on a réussi, voilà, présentation est finie, merci. Eh bien non. Parce que on a, j'ai mis un exemple de quand ça échoue, c'est en gros je fais quelque chose de mal et ça foire. Mais alors le problème, voilà l'interface générale, en gros concrètement, start, elle prend une init, elle renvoie une valeur de type running, resume, elle prend
quelque chose de type en pause et elle renvoie à quelque chose en type running. Et puis en pause, va de running à pause, etc. Et donc la fonction sleep, elle prend time qui correspond à un entier, un état en pause, on se repose et puis après on renvoie l'état en pause. Mais alors le problème c'est que si jamais on a des fonctions qui sont communes entre les différents états, et ben là c'est vraiment ennuyant. Par exemple j'ai cette fonction au nom incroyable, le temps passe, qui prendrait donc en fait qui ferait la même chose que sleep mais dans n'importe quel état, et donc qui prendrait un temps. Et puis alors la question c'est quel serait le type du premier paramètre et qu'est-ce que ça renverrait. Et donc en fait là l'astuce c'est d'utiliser la méthode Go, monomorphisée à la main, et de se dire en gros j'ai une fonction pour l'état quand je suis en pause et j'ai une fonction pour l'état où je suis en activité. C'est pas très agréable, et donc si on peut s'en passer tant mieux. Alors notre interface, alors une autre approche ce serait de se dire on va séparer en fait l'état de l'environnement, et donc l'idée c'est de se dire on aura un type alpha state, donc un état qui est paramétré par quelque chose et qui sera en fait un couple avec notre alpha, donc potentiellement un état ou n'importe quoi, et notre temps. Alors là, qu'est-ce que ça permet d'avoir? On peut réussir à avoir une interface qui se rapproche très très fort de notre contrat. L'idée c'est de se dire en fait on renvoie un running state, et puis après toutes les fonctions, donc c'est plus ou moins la même signature, sauf que chaque fois on a l'étape qui paramètre l'état. Et donc la fonction le temps passe, elle devient assez simple à écrire, c'est juste qu'on se dit elle prend un time et puis un état de quelque chose et elle renvoie un état de quelque chose avec le même type. Et donc on n'est pas très très loin d'avoir réussi, puisque même si c'est verbeux et un peu ennuyant à répéter, on arrive à avoir une transition d'état qui est type safe. Le problème c'est que je peux utiliser ma fonction le temps passe avec ce type là, donc hello et 20, puisque j'ai paramétré la fonction le temps passe par quelque chose A, et là mon contrat est respecté, et ça c'est pas très très bien non plus. Alors on va introduire un nouvel objet du langage qui est beaucoup plus rare dans beaucoup de langages de programmation, c'est la notion de variant polymorphe. Alors un variant polymorphe c'est comme un variant normal, donc un type sum, sauf qu'il ne doit pas avoir été déclaré préalablement. Et en fait, les variants polymorphes, ils introduisent quelque chose qui est vraiment très très utile, c'est la notion de variance au niveau des types sum. Donc, on avait dit tout à l'heure dans notre exemple avec gender ou option que, en fait, sum et none sont du même type, le type option de A. Et bien ici, en fait, on pourrait se dire, donc j'ai mis un exemple. Donc en fait, un variant polymorphe, c'est juste un variant, sauf qu'il y a un backtick devant. Donc ici, j'ai une fonction qui prend f et qui prend x et qui renvoie donc une chaîne de caractères avec un entier. Et donc, en fait, le type de ma fonction, ça va être soit je prends un bar of int, puisqu'on voit que dans la déconstruction de mon pattern matching, j'ai un x, et ce x doit avoir le même type que chaque branche du pattern matching, ce qui fait qu'on sait par inférence de type que c'est un entier. Ou alors, juste le constructeur fou sans rien, et ça renvoie le couple d'une chaîne de caractères et d'un entier. Et alors j'ai mis presque la même fonction, sauf qu'en plus j'ai rajouté un pattern qui est wildcard et qui dit et si jamais tu as autre chose, tu m'envoies la chaîne de caractères et 1. Et en fait, on a l'impression que c'est la même signature, sauf que si on regarde bien le chevron, c'est pas tout à fait le même. Dans un des cas, il est orienté vers la gauche, et dans l'autre, il est orienté vers la droite. Et donc ça, c'est grosso modo ce qu'on appelle les mécanismes de co- et de contravariance. Et donc ça veut dire que dans la première fonction, on veut un des constructeurs qui soit bar d'un entier, soit fou. Dans l'autre, c'est potentiellement bar d'un entier ou fou ou quelque chose d'autre. Et on pourrait lui passer ce qu'on veut. Il est possible de jouer avec la variance de type avec des objets en OCaml, puisque les objets ont du sous-typage structurel que beaucoup de langages objets n'ont pas. Alors pour ça, on va servir de type fantôme. Alors l'idée, c'est de se dire, on va définir notre type state de manière abstraite. Ça veut dire qu'on va cacher son implémentation, d'où l'intérêt de tous les modules. Les modules séparent l'implémentation de la signature, et donc si jamais on ne répète pas l'implémentation d'un type dans la signature, ce type sera abstrait et on ne pourra le construire que via une fonction qui aura été prévue dans l'implémentation concrète. Et donc là, l'idée, c'est qu'on garde toujours notre type time qui est de type int, et on aura un type alpha state qui sera en fait juste un entier. Donc vous dites, oulala, à quoi ça sert? Et en fait, l'idée, c'est de se dire, dans la signature de notre module, on va définir que start, elle prend rien, et elle renvoie à state qui sera paramétré par le variant polymorphe running. Et en fait, on va juste tracer dans le paramètre de type l'état dans lequel on se trouve. Okay, et donc, en fait, ça me permet d'avoir une fois de plus une fonction le temps passe qui est de type alpha state, qui renvoie alpha state, et donc ça pose aussi un problème, mais on va voir qu'on peut le fixer. Alors, comment ça s'implémente ça? Là, ça devient très très simple, puisqu'on manipule au final qu'un entier qui est abstrait. En gros, start, ça renvoie 0, résume x, ça renvoie x.
pause x, ça renvoie x. Le temps passe, time x, ça renvoie x plus time. Et to time, ça renvoie x. Magnifique. Donc en fait, là, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment grâce à cette signature et au mécanisme de compilation et d'abstraction de type qu'on arrive à contraindre complètement l'utilisation de nos fonctions pour garantir qu'en fait, les données seront toujours encodées dans les types qu'on a définis. Et ça, c'est l'intérêt des variables polymorphes, parce que si jamais on décide de changer notre fonction, le temps passe en disant, en fait, moi, mon A, je voudrais que ce soit soit de running, soit de pause, et grâce à mon petit chevron orienté vers la droite, je dis, je ne veux que l'intersection d'un de ces deux types-là, on ne pourra plus jamais passer LO 45 à notre fonction le temps passe. Et donc là, en fait, on est vraiment extrêmement proche de ce qu'on voudrait avoir. On a une machine état qui peut faire des transitions d'état et où on n'a pas du tout le droit de faire des choses qui sont invalides. Enfin, en tout cas, ça échouera à la compilation. C'est juste que c'est un peu long. Alors concrètement, résume et pause ne sont pas... Excusez-moi. Ne sont pas exhaustifs. En fait, en gros, même si dans ma signature de type, j'ai dit, en fait, moi j'attends un type paramétré qui va être uniquement paramétré par running ou pause, je suis quand même obligé, dans mon code, de vérifier les cas dans lesquels je ne rentrerai jamais. Parce que là, dans mon underscore, je ne rentrerai jamais. Mais c'est juste que le compilateur ne peut pas inférer que je suis complètement exhaustif, parce qu'à la compilation, il n'a aucune information sur le fait que mon type est abstrait ou sur le fait que je puisse construire un autre type à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est ma responsabilité de dire je fixe complètement mon interface et je pars du principe que personne ne fera autre chose avec. Donc ça m'oblige à faire des underscores assert false et ça c'est vraiment super triste. Alors on va voir le dernier point de typage qui est sans doute le plus intéressant et qui est celui vers lequel j'avais envie d'amener les gens dans cette présentation, et c'est ce qu'on appelle des types algébriques généralisés. Donc, en gros, les types algébriques généralisés, c'est une extension au type SUM qui va permettre d'indexer chacun des constructeurs avec un autre type. Alors là, j'ai mis un exemple de type qui n'a absolument aucun intérêt. C'est le type exemple. Et donc, soit j'ai le constructeur foo qui va me dire, au fait, je renvoie un int exemple. Soit j'ai le constructeur bar qui va me renvoyer un float exemple. Et donc, si jamais j'écris let x égale bar, la valeur de x sera de type float exemple. Donc en fait, ici, là, gratuitement, sans devoir abstraire mon type et puis fixer mes types au niveau de mes fonctions, le constructeur, en fait, sait de lui-même que le type de son paramètre, en l'occurrence ici de son paramètre fantôme, c'est celui que j'ai défini dans la déclaration de mon type. Alors, ça permet de rendre exhaustif la correspondance de motifs. Et donc là, j'ai mis un exemple, c'est la fonction f de x qui match x en disant si c'est égal à foo, tu m'envoies la chaîne de caractères foo. Et là, on voit que si jamais on demande à OCaml de nous inférer le type de cette expression, il va me dire en gros, j'attends un int exemple et je renvoie un string. Donc, j'ai pas du tout de warning qui me dit ici, tu es censé gérer le cas où il y a bar. Non, pas du tout. C'est juste que, on va dire par égalité de type, il a réussi à isoler le fait que cette fonction n'attendrait que le constructeur foo. Donc ça ne nécessite pas d'abstraire les types sur lesquels on travaille, donc de ne pas encapsuler l'intégralité de notre code dans des sous-modules. Ça permet toujours d'utiliser des constructeurs et pas des fonctions qui miment les constructeurs pour gérer cette notion d'état. Et donc ça, c'est plutôt agréable. Ça permet d'avoir une API qui est extrêmement claire et lisible. Et surtout, ça permet d'avoir des correspondances de motifs qui sont exhaustives sur des fragments de type. Et alors, dit comme ça peut sembler discutablement utile. Mais en vrai, quand j'ai beaucoup travaillé avec Helm, et en fait, un des points qui est, même si j'aime beaucoup le langage, un point qui est vraiment très très frustrant, c'est que le langage a vraiment plein de features qui sont très très cool, puis il lui en manque plein pour des raisons pédagogiques que je peux tout à fait accepter. Mais typiquement, quand on essaie de faire une très très grande application Helm, on aimerait bien pouvoir se dire on va morceler la Helm architecture en petites Helm architectures qui vont communiquer entre elles. Alors le langage n'offre pas de mécanisme de composants, ce qui fait qu'on doit le faire à la main. Et en fait, très souvent, on se retrouve à dire en fait, ce message-là qui arrive, j'ai envie de le traiter dans une autre fonction. Et donc je vais le passer à mon autre fonction, sauf que dans mon autre fonction, je vais être obligé de faire un pattern matching qui wildcard tout le reste en disant là, a priori, tu rentreras jamais. Je pars du principe que c'est bien fait. Et gérer le cas où on a besoin du message qu'on utilise. Et donc ça, c'est hyper frustrant, en fait, parce que le code devient hyper redondant. On a plein de clauses dans le pattern matching qui sont des underscores et qui disent écoute, fais ce que tu veux avec. Et la seule solution de pallier à ce problème, c'est d'utiliser l'optique et des prismes. Et là, la partie pédagogique d'Helm est complètement détruite, parce que c'est très dur à expliquer. Et donc, si seulement Helm avait des types algébriques généralisés, tout serait beaucoup plus clair.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, rapidement, on arrive presque au bout. Implémenter notre machine à état avec des types algébriques généralisés. Et donc, on voit que ça ne change pas énormément de l'implémentation avec les types fantômes, si ce n'est qu'on n'a pas besoin de spécifier une signature. On a toujours notre type time qui est une fois de plus dans le game. Et donc, on a type state, on va dire, en gros, running, il prend un time et il me renvoie un running state. Pause, il prend un time, il me renvoie un post-state. Et ensuite, on peut très très facilement implémenter donc start égale running 0. Et au niveau de résumé pause, c'est exactement pareil. C'est juste qu'on peut directement déconstruire un paramètre au niveau de la définition de la fonction, puisque grâce à l'égalité de type, le pattern matching va toujours être exhaustif. Et donc, si jamais on essaye cette machine état d'une complexité effarante, eh bien, on peut voir que je démarre mon programme, je fais un tick, je mets en pause, je résume, je retique, je renvoie running de 2, ce qui est l'état escompté. Si jamais j'ai un exemple un peu plus complexe dans lequel je demande à mon jogger de dormir pendant 10 quelque chose, je récupère l'état running de 12. Et alors si jamais je décide de faire le bolos et de mal faire ça, donc, dès que j'ai démarré, je décide de m'endormir alors que je ne peux m'endormir que si je suis en pause, ce qui est normal, là j'ai une erreur de compilation. Tadam ! Objectif réussi. Alors, les types algébriques généralisés, ça permet de contraindre des états. Je le répète souvent, mais ça évite les motifs rémanents. Et généralement, quand on écrit un logiciel et qu'on est amené à copier-coller des choses, etc., au final, très très récurrent dans le programme qu'on est en train d'écrire, on a une garantie de faire des fautes et d'oublier certaines choses. Les GDT fixent ça. Alors ça offre des outils d'égalité très très fins au niveau des types. Et c'est un peu ce qui fait que parfois, des langages un peu moins beaux comme Scala prétendent un peu partout qu'ils ont des types algébriques généralisés parce que, comme ils se reposent sur la même approche que Kotlin pour définir des pseudo-types algébriques, en fait là on se rend compte d'une chose, c'est que par exemple typiquement l'exemple du type option, donc on a dit qu'on implémentait l'interface option et donc somme de x est de type option et somme de x, enfin et somme, et none est de type option et type none. Et donc là, en fait, on a vraiment l'impression d'avoir justement ces petits branchements qui sont plus spécifiques, ce qu'on essaye de simuler avec des GADT. Le problème, c'est qu'en fait, on ne respecte pas certains contrats qui sont liés à l'égalité de type et qui ne sont pas très, très pédagogiquement intéressants. Mais c'est globalement un peu la même idée, sauf qu'on a une séparation de la consommation et de la définition. Alors, ça préserve une manière idiomatique de programmer dans le langage, parce qu'on a vu les types fantômes, ça reste quand même un hack, c'est-à-dire qu'on est obligé de jouer un petit peu sur... les gens qui ont inventé les types fantômes sont incroyablement brillants, mais c'est un peu dommage de devoir jouer sur des subtilités du langage pour réussir à encoder des choses aussi évidentes que l'exhaustivité dans le pattern matching. Malheureusement, c'est très peu présent dans les langages. Je pense que de tête, dans les langages mainstream qui implémentent les types algébriques généralisés, il y a OCaml, Haskell, Axe. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est un langage mainstream, mais voilà. Et même certains langages plus récents et qui pourtant accordent beaucoup d'intérêt à la théorie des types ne les implémentent pas. Par exemple, PureScript n'a pas de type algébrique généralisé. Et il ne me semble pas que Idris en ait non plus. Mais bon, voilà. Alors, quand on couple ce mécanisme avec des types récursifs, ça permet de composer ces machines à état et donc de voir au final un programme comme une énorme machine à état qui est la conjonction de plein de petites machines à état. Et en se servant intelligemment de type étape et de type algébrique généralisé, on peut empêcher tous les états impossibles d'arriver. Et donc ça donne un outil de structuration de programme qui, à mon sens, est très efficace. Alors pour aller plus loin, déjà on peut se servir des types algébriques généralisés. Donc, on peut se servir des types algébriques en règle générale pour rendre son programme plus sûr, avec par exemple le type option pour éviter les null pointer exception ou le type result pour gérer les cas d'erreur dans un système de type algébrique. Et alors on peut aussi s'amuser à, via les types algébriques généralisés, de gérer des problématiques qui sont très très ennuyantes, par exemple les listes vides et non vides, qu'on pourrait réussir à détecter à la compilation avec les entiers de Peano. Mais ça ne fonctionne qu'avec les listes qu'on produit dans notre programme et pas les listes qui viennent du monde extérieur, parce qu'un système de type ne peut pas solutionner les problèmes qui viennent du monde extérieur. Au mieux, il peut les contraindre, mais pas les solutionner. Alors l'étape suivante, c'est évidemment d'intégrer la notion d'effet. Et donc les effets, c'est un sujet de conversation qui est passionnant. Et donc si jamais ce soir, en buvant un verre, vous avez envie de venir en parler, j'ai plusieurs sujets qui me passionnent, la programmation fonctionnelle, Mike Brandt et la littérature russe. Et après, là, on a vu qu'on avait, en gros, encodé directement dans notre programme, notre machine à état, et on pourrait se poser la question de, est-il possible de construire des machines à état fini qui seraient plus génériques? Et donc là, alors oui, c'est possible. Donc une approche qui est très populaire en Haskell et en Idris pour le coup, c'est de reposer sur ce qu'on appelle les triplets de OR, qui s'inscrivent dans la logique de OR et qui permettent de définir via une monade state,
une notion de calcul avec un prédécesseur et un successeur. Alors, on appelle ça une monade indexée, une graded monade. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on peut se servir d'une free graded monade state pour réussir à construire à la demande des machines à état finies. Mais là, une fois de plus, je pense que c'est un peu hors périmètre, puisque mon but, c'était faire la programmation d'OCaml en parlant d'ascenseur. Et puis après, pour aller encore plus loin, c'est intégrer la notion de type dépendant dans ces logiciels. Pendant très très longtemps, les types dépendants étaient vraiment exclusivement réservés au monde des preuves formelles, parce que même s'il y avait des langages de programmation ou des assistants de preuves qui permettaient d'écrire des programmes et potentiellement de les extraire, c'était quand même relativement confidentiel. Heureusement, il y a des langages un peu hybrides qui sont arrivés ces derniers temps. Je pense principalement à Idris, qui a l'avantage de bénéficier d'un livre extrêmement pédagogique et relativement court, dans lequel on décide de fragmenter son programme en partie pure et en partie totale pure, avec des types dépendants, etc., et en partie non totale, ce qui permet en fait de déléguer à certaines parties du programme la partie totalement exhaustive, et après de faire des choses un peu plus sales quand on a besoin de faire un programme du monde réel. Je vais conclure. Je pense que je suis parfaitement dans les temps en machine à état. Alors les machines à état décrivent des problèmes récurrents, donc c'est cool, il faut s'en servir. Elles permettent une séparation systématique entre les états et les actions, donc c'est cool, il faut s'en servir. Dans un langage avec un système de type riche, ce qui est plus rare, ça amène plein de garanties, donc c'est cool, il faut s'en servir. Et donc en fait, elles s'adaptent à plein de problématiques, et je pense que ça vaut vraiment le coup de s'en servir. Et alors, Kotlin, c'est quand même vachement plus verbeux qu'OCaml. Par contre, ça implique quand même, je vais arrêter la mauvaise foi, mais des questions d'arbitrage sur le coût que ça peut engendrer dans son propre langage. Dans un langage ML, on a l'avantage de pouvoir les décrire facilement, donc franchement, ça vaut le coup de s'en servir. Je vous remercie beaucoup. On cherche toujours des speakers pour l'ILFP, et il me semble qu'il me reste 4 minutes pour les questions. Magnifique. Merci pour votre attention. C'était bien. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on a quelques minutes. Ou des remarques aussi. Oui. Sur ton dernier exemple, ça va aller, je vais parler. On n'a pas captation. Est-ce que je peux répéter la question? Dans ton dernier exemple d'implémentation en OCaml, oui. Enfin bon, l'animal, est-ce que tu peux faire exactement la même chose en Kotlin? Non. Non. Bon, bah ouais. Désolé. Du coup, avec les GADT, tu fais des contraintes sur les types, mais si tu veux exprimer des invariants sur tes relations, du coup, tu vas partir sur quelle technique? En fait, je sais pas. Ok. Je sais pas trop ce que tu veux dire par invariant entre En la gros, relation. par exemple, tu as une valeur T doit être égale à un tel pour passer vraiment sur la relation. Ça arrive qu'on fasse ça sur les state machines. Et je dis peut-être type dépendant, mais je connais pas assez ce monde-là. Et... Ouais, en fait, alors si c'est juste sur des entiers, il y a moyen d'utiliser une méthode qui est très très lourde à utiliser, qui est juste l'encodage des entiers de Peano avec des GADT. Donc là, c'est le fait de se dire qu'un entier, on a 0, et puis après on a 1 qui est le successeur de 0, et en fait en jouant comme ça, on peut créer des entiers dans le type level. Mais en vrai, la bonne pratique, c'est d'utiliser des types dépendants. Le truc, c'est qu'il y a très peu de langages qui le permettent. Donc dans le cas d'OCaml, je pense qu'on ferait pour le coup des assertions runtime, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et du coup, après, sur les applications concurrentielles, tu passes sur des réseaux de Petri ou tu restes sur des state machines? En vrai, moi, je pense que je passerai sur des réseaux de Petri. Ouais, ok. Mais tu connais des langages qui permettent d'en modéliser ou pas du tout? Pas du tout. Ok, bah pareil. Désolé. Je crois que c'est mort, ce truc. Je crois qu'il reste 2 minutes, donc... J'adore avoir des questions, je trouve ça trop cool. Alors moi, c'est pas pour une question, mais c'est plus pour une info un peu triste. Mais pour ton diagramme, en disant que c'est pas de l'UML, dans l'UML, il y a les diagrammes d'état de transition. Donc ton diagramme, c'est de l'UML. Alors, là, je pense qu'on est vraiment dans le problème de l'œuf ou de la poule. Alors, merci beaucoup pour cette remarque, tu vois. Alors, ce n'est pas parce que l'UML
a une couverture conceptuelle gigantesque, que l'intégralité des feuilles de cette couverture conceptuelle appartient aux parents. Donc non, c'est pas de l'UML. Bon. Non, mais mon but, c'était pas de dire que l'UML était une très très mauvaise méthode d'ingénierie logicielle, parce que ce serait complètement stupide de ma part. Alors il m'arrive d'être très souvent stupide, ceci dit, mais en fait c'est juste qu'il y a quand même une sorte de fétichisme de la normalisation par l'UML et autres types de diagrammes très très complexes, tu vois, qui au final s'éloignent complètement de l'initiation, enfin de l'existence même de l'UML à la base, tu vois, qui permettait de représenter les relations qu'on avait entre les langages orientés objets moches, comme C++, Java, etc. Et donc en fait, c'était plus par rapport à ça. Après, bon, peut-être qu'on peut représenter des machines à état dans l'UML sûrement, je crois. Magnifique. Ben, je vous remercie beaucoup. Et merci à vous.